À la une de l'actualité, pour son implication dans un trafic international de bébés, l'opposant nigérien Hama Amadou a été condamné par la Cour d'appel de Niamey à 1 an de prison ferme. Le parquet égyptien a accepté ce lundi la remise en liberté de l'ex-président Hosni Moubarak, acquitté début mars par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011. Et puis en Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 12 blessées dans 2 attentats à la voiture piégée ce lundi matin à Mogadiscio. On s'en souvient encore, c'était le 13 mars 2016 à Grand Massam, près de Abidjan, qu'un attentat islamiste a fait 19 morts. Cet attentat est le premier de ce type perpétré sur le territoire ivoirien. Dans le cadre de la commémoration de ce triste événement, a été érigée une stèle sur les lieux du drame. Lundi, des centaines de personnes ont participé à l'inauguration du monument. Les cérémonies ont commencé avec une marche silencieuse dans la cité balnéaire. Les participants comptaient plusieurs membres du gouvernement. Je suis heureux de constater que, un an après, Bassam est debout. Les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis des attentats de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là, et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Ça nous fait très mal d'être là, mais c'est la vie, on va faire comment? L'inauguration de la stèle a été précédée le week-end d'un gala de la vie en hommage aux victimes de l'attaque. L'affaire de trafic de bébés impliquant Hama Amadou connaît enfin son épilogue. L'opposant nigérien a été condamné lundi par la Cour d'appel de Niamey à 1 an de prison ferme pour son implication dans un trafic international de bébés. Une parodie de verdict, selon son avocat. C'est une parodie de verdict. Je vous avais dit que vous avez vu depuis le matin, un bus était stationné pour ramasser ceux qui seraient condamnés. En vertu de quoi, s'il n'y avait pas un choix prédéterminé, déterminé à l'avance, si les gens n'avaient pas été jugés à l'avance, comment est-ce qu'on puisse stationner un bus? Vous avez vu la militarisation de la juridiction depuis ce matin. Je ne suis pas surpris de la condamnation à partir du moment où les exceptions les plus élémentaires, les plus d'ordre public ont été balayés d'un revers de main par la Cour. Donc pour moi, le reste de la condamnation ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'ils allaient arriver à cela. L'affaire de trafic d'enfants dans laquelle une vingtaine de personnes sont impliquées empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans. Vivant en France depuis près d'une année, l'ancien Premier ministre et ex-président du Parlement nigérien était poursuivi pour complicité. Un chef requalifié en recel d'enfants par le juge de l'affaire. Hama Amadou a été écroué durant 4 mois à son retour d'exil au Niger le 14 novembre 2015. Il a ensuite été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, soit quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le président sortant, Mahamadou Issoufou. Après 3 ans passés à la tête de Care International Niger, Rotimi Josaya quitte ses fonctions et le pays pour de nouveaux horizons. Le Niger lui reconnaît ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. À travers lui, Care Niger a activement participé à la réponse à la crise dans la région de Difa, victime depuis 2014 des attaques de la secte islamiste Boko Haram. En 32 mois d'exercice de la fonction du directeur de mission Care au Niger, M. Josaya a contribué de manière significative à accroître le rayonnement national et international de cette organisation. De juillet 2014 à mars 2017,
Un montant total de 34 milliards 119 918 440 francs a été mobilisé. En guise de reconnaissance à toutes ces actions, le gouvernement nigérien l'a élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite du Niger. Rotimi Jousaya s'est réjoui de cette distinction et a plaidé pour la poursuite de ces actions en faveur des populations nigériennes qui l'ont adopté. Pour les années à venir, il est nécessaire de poursuivre les efforts en se focalisant sur 4 domaines majeurs. La première chose, c'est l'action humanitaire. Le renforcement de l'égalité des genres et de l'empowerment des femmes. Toutes les questions liées à la promotion d'une gouvernance inclusive. C'est fondamental. Et enfin, le renforcement de la résilience. Faire en sorte qu'on continue d'accompagner ces communautés. À travers une symbolique cérémonie, le directeur sortant de CARE International Niger, qui va occuper des fonctions de représentant d'une institution internationale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a reçu plusieurs cadeaux de la part de ses différents collaborateurs et partenaires de CARE International Niger. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré la semaine dernière dans son pays après 2 mois d'absence, a officiellement repris ses fonctions à la présidence lundi. Selon un communiqué officiel, le président a transmis des lettres au Sénat et à la Chambre des représentants, conformément à l'article 145 de la Constitution nigériane. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu durant 1 heure lors d'un briefing avec le vice-président Yemi Osinbajo, qui a assuré l'intérim à la tête du pays depuis le 19 janvier dernier. Muhammadu Buhari est rentré vendredi dernier de Londres après 2 mois d'absence pour des problèmes de santé qui n'ont pas été révélés au grand public. Son absence prolongée a suscité de vives inquiétudes dans son pays où de nombreuses rumeurs ont circulé sur son sort, le disant mort ou très gravement malade. Malgré son retour, les interrogations sur l'état de santé réel du président subsistent alors qu'il est apparu très amaigri et fragile à sa descente d'avion vendredi. Dès son retour, le président Buhari a déclaré avoir besoin d'un suivi médical dans les prochaines semaines. Ce qui sous-entend qu'il pourrait repartir en Angleterre, se faire soigner. Coup de tonnerre en Égypte, le parquet a accepté ce lundi la remise en liberté de l'ex-président Hosni Moubarak, acquitté début mars par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011 durant la révolte qui a provoqué sa chute. L'avocat maître Farid El-Deb a précisé que Moubarak, actuellement retenu dans un hôpital militaire du Caire, pourra rentrer chez lui lorsque les docteurs diront qu'il peut sortir. Il ne pourra toutefois pas se rendre à l'étranger. D'après son avocat, Hosni Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire en résidence surveillée depuis son arrestation en 2011. Il avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. En novembre 2014, un autre tribunal qui le rejugeait avait finalement ordonné l'abandon des accusations, blanchissant ainsi Moubarak, mais le parquet avait introduit un recours en cassation. Le 2 mars, la Cour de cassation avait finalement confirmé l'abandon des charges. Il s'agissait de la dernière procédure judiciaire visant Hosni Moubarak. L'ex-Raïs, qui a régné 30 ans d'une main de fer sur l'Égypte, a été jugé dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir en février 2011. Reprise lundi au Maroc du procès de 25 Sahraouis. Les intéressés sont accusés d'avoir assassiné 11 membres des forces de l'ordre marocaines en 2010. Il s'agit d'une affaire sensible et très observée à l'international qui avait été renvoyée en juillet dernier devant une juridiction civile. Les débats ont débuté autour de questions de procédure avec ensuite la présentation des pièces à conviction. Lors de la dernière audience le 25 janvier, la Cour avait reconnu sa compétence pour juger les accusés. Elle avait décidé de soumettre ces derniers à une expertise médicale et rejeter leur demande de mise en liberté provisoire. Les 25 Sahraouis sont accusés de l'assassinat de 11 membres des forces de sécurité marocaines. C'était lors des émeutes déclenchées par le démantèlement en novembre 2010 du camp de Djem Izik au Sahara occidental sous contrôle marocain.
En 2013, les accusés avaient été condamnés par un tribunal militaire à des peines allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité. Mais le procès avait été jugé inéquitable par des ONG internationales et en juillet dernier, la Cour de cassation avait ordonné la tenue d'un nouveau procès. Mogadiscio, la capitale somalienne, a été le théâtre en début de semaine de 2 attentats à la voiture piégée faisant au moins 5 morts et 12 blessés. L'explosion a eu lieu à proximité d'un hôtel le long de la route Maka, une artère très fréquentée qui mène au palais présidentiel. Les militants islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attentat contre l'hôtel qui abritait, selon eux, des officiels et apostats. Un peu plus tôt, une autre explosion avait eu lieu dans l'est de la capitale à un barrage de l'armée quand des soldats avaient arrêté un minibus suspect. Au moins 4 personnes ont été blessées dans cet attentat. Ces 2 attaques ont été dénoncées par le nouveau Premier ministre Hassan Ali Khair qui promet répondre avec une main de fer aux éléments assoiffés de sang. Confrontée à la puissance de feu supérieure de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, déployée en 2007 pour soutenir le fragile gouvernement somalien est forte de 22 000 hommes. Les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale. Depuis près de 3 décennies, la Somalie est plongée dans le chaos et la violence entretenue par des milices claniques, des gangs criminels et des groupes islamistes. Suite à la crise diplomatique entre Ankara et La Haye, qui a éclaté le week-end dernier, les Pays-Bas essaient de calmer le jeu. Dans ce cadre, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a expliqué que la Turquie ne tentait pas d'influencer les élections néerlandaises cruciales de mercredi. L'autorité dit croire que le ministre turc, alors interdit de visite, voulait juste venir parler du référendum avec la population turque. La Turquie est un pays fier, mais les Pays-Bas sont aussi un pays fier. Nous ne négocierons jamais sous la menace et sous ce type de déclaration d'un chef de la diplomatie. C'est pourquoi nous avons cessé les discussions et nous lui avons dit qu'il n'était plus le bienvenu ce samedi. Mais je ne crois pas que leur idée était d'influencer les élections. Nous n'avons pas cherché cela et nous essayons toujours d'apaiser la situation. Mais pour danser un tango, il faut être 2. La participation de ministres turcs à des meetings visant à promouvoir le vote oui lors du référendum du 16 avril auprès de la diaspora turque a donné lieu ces dernières semaines à des passes d'armes entre Ankara et plusieurs capitales européennes.